nouveau contrat producteur-transformateur-distributeur pour sauver l'agriculture française. Alors moi, je suis désolé d'être un peu poil à gratter, mais ça m'a beaucoup questionné quand On même. va essayer finalement de travailler dans l'intérêt général. On va certainement développer nos boutiques, mais en prenant le problème par un autre bout. Et on n'est pas dans la négociation, on est dans la compréhension des sujets. Je vais laisser un peu de place aux questions, si vous en avez. N'hésitez pas, on est un petit comité, on peut faire ça très collaboratif, là, voilà, hein. Circulaire, voilà, pour reprendre certains termes. Vous avez déjà commencé avant la conférence, vous continuez après, c'est formidable. Oui, oui, oui. En fait, il m'a invité pour que je pose des questions. Ah, c'est pour ça, Je d'accord. voulais renchérir, c'est ce que disaient François et Alain, parce que le contrat ne peut jamais tout régler, et c'est pour ça que la confiance existe, parce que il y a toujours un impondérable, et c'est l'adage biblique qui garde les gardiens, quoi. Le contrat, c'est un gardien, mais il y a toujours besoin de quelque chose d'autre. Donc c'est pour ça que l'idée de parler de modèle était intéressante, parce que c'est quelque chose de plus large et qui peut permettre à la confiance de s'instaurer. Moi, j'aime bien Darty aussi. Je trouve ça dommage qu'ils aient arrêté ça. Et alors, justement, en parlant de confiance et de modèle, puisque je suis quand même un peu impliquée dans cette chaire, je voudrais vraiment dire que pour nous, chercheurs, c'est formidable. Alors, c'est formidable d'une part parce qu'effectivement, il y a des doctorantes, puisqu'on n'a pas encore de doctorants hommes, qui peuvent que vous aider financièrement, de manière assez contractuelle, à faire leur thèse, mais aussi que pour elles et pour nous, ce que vous nous apportez, c'est la possibilité d'étendre au réel nos travaux. Parce qu'on fait des travaux de recherche. Et moi, en comportement du consommateur, la recherche, ça peut être très, très abstrait. Et grâce au fait que on échange avec vous, que demain, on aura ce groupe demande qui sera là demain, on se réunira demain après-midi, par le fait que les doctorantes doivent venir vous présenter les travaux, etc., ça nous fait un ancrage dans le réel, ce qui est vraiment important. Et en plus, ça nous donne vraiment la possibilité de dépasser une audience qui est en général trois gugus enfin c'est pas des gugus, c'est des collègues qui vont relire notre article, qui paraîtra dans une revue de recherche, qui sera lu par au moins 500 personnes, alors que là, nos travaux, ils peuvent avoir une implication dans les magasins, dans les produits, et voilà. Merci. Ah, c'est bien. Il n'y avait pas de questions, mais c'était un plaidoyer pour l'intérêt d'une chaire. Michel, peut-être là-dessus ? Non, mais j'ai conclu que... J'ai compris qu'on allait avoir une réduction sur notre cotisation à la chaire, compte tenu de notre contribution. T'es un distributeur, toi, t'es dans les négos tout de suite. Oui, bon, Gilles, je ne sais pas ce qu'il en dira, mais on verra. Là, j'ai mal compris. Alors, non, ce que je voudrais dire, c'est que c'est vrai que c'est important, ça fait partie aussi de la tâche des entreprises, de participer au projet de formation. AgroParisTech, moi, c'est une école qui est très chère à mon cœur, évidemment, parce que j'y ai vécu des années heureuses. Je pense qu'énormément d'élèves actuellement arrivent avec... font le choix de cette école souvent. Nous, à l'époque, c'était pour le tiers-monde. Là, maintenant, c'est plutôt pour l'environnement, pour le RSE, etc. Et je pense que c'est la responsabilité des enseignants de les aider à préciser leur projet de façon à ce qu'il ait un impact dans la vraie vie, qu'il ne soit pas juste un truc entre soi. Et de ce point de vue-là, le fait qu'il y ait des professionnels de la distribution, de l'industrie, du contrat avec les agriculteurs, qui finalement sont dans la même famille de pensée, parce que faut pas croire qu'il y a d'un côté des intellectuels sympathiques et RSE, et puis de l'autre des méchants distributeurs. Non, je pense que tout le monde a beaucoup de similarités dans l'approche, mais on manque parfois de moyens pour les intellectuels de passer au réel, et pour les gens du réel d'apporter des éléments qui ne soient pas quantifiables de façon monétaire immédiate. Donc, or, ça crée vraiment de la valeur pour les parties prenantes. Donc, je pense que ça fait partie de notre boulot aussi aux entreprises de collaborer avec les corps enseignants pour aider des élèves qui, en général, ont une aspiration
à la fois un très bon niveau intellectuel et une aspiration très noble, à utiliser tous ces savoir-faire et ces aspirations pour apporter une contribution ici et maintenant. Laurent Franconi, il y a des choses à ajouter? Non. C'était beau, hein. Et à se confronter au monde du réel le plus tôt possible, que ce soit auprès d'agriculteurs, auprès d'une industrie, auprès d'un distributeur. Oui, d'ailleurs, Agro forme des distributeurs et des industriels. Il y a beaucoup d'agro dans la distrib. Et chez EU, il y en a beaucoup. Hein. Oui, bien sûr. Commencez par vous, Guillaume Darras, voilà, qui est comme le directeur général aussi. Bref, c'est une bonne école, visiblement. Une autre question, peut-être. Gilles peut Oui, réagir. Gilles, allez. T'es gentil, Michel, parce que j'ai un rendez-vous, donc je vais vous quitter. Voilà, ça c'est la réaction. C'est le mot de la fin. Pour moi, oui. Non, deux choses. D'abord, oui, certainement, je l'ai dit en introduction, toutes ces questions-là, elles servent à former aussi. Elles servent à se poser les questions de ce qu'on met dans la formation. Je pense que la diversité des attentes des étudiants qu'on voit arriver dans AgroParisTech, ingénieurs ou master, elle est beaucoup plus grande qu'on peut l'imaginer. Et je suis assez convaincu que un des fils directeurs qu'ils ont tous aujourd'hui, c'est l'envie de faire et d'inventer, de créer et de s'impliquer dans tout un tas de questions. Et c'est pas que environnemental ou durable, c'est une multitude de questions et de dimensions de ce qui fait le métier d'un ingénieur. Voilà. Donc moi, je suis très très confiant de ce point de vue-là sur la capacité des élèves ingénieurs à plonger dans toutes ces questions, qu'elles prennent en compte le consommateur, la production primaire ou n'importe quelle étape sur la chaîne, y compris la distribution. Voilà. Et pas assez chez GS1, je l'ai dit, mais ça, on y travaille un peu. Mais je suis vraiment désolé. Ça va venir. On vous excuse. Vous excuse. Dernière question peut-être, s'il y en a une. Non. Ce cri du cœur. Bonsoir. Je voudrais vous poser une question au panel de mécènes. Vu qu'on parle de sujets qui sont d'intérêt de citoyens lambda et aussi de nos sujets de recherche et nos sujets de nos activités professionnelles, qu'est-ce que vous verrez comme prochaine étape suite à ces 3 ans de chaire SDSC? Laurent, est-ce que tu accepterais avoir d'autres distributeurs autour d'une prolongation de la chaire? Je ne sais pas, Michel Boucli, Avril ou Terena, vous accepterez avoir d'autres coopératives agricoles pour continuer les travaux de recherche sur une agriculture plus durable et plus dans l'air du temps pour la France? C'est une excellente question. D'autres partenaires, d'autres interlocuteurs sur la chaire? Oui, absolument. Enfin, ça ne me poserait absolument aucun programme. On est actionnaire de 100 sociétés, donc on peut vous en ramener 99 puisque Terena est déjà là. Mais le sujet, c'est d'arriver à créer une intimité, une confiance, etc., et que ça puisse fonctionner. Pour moi, le succès de la chaire, il passera par l'aboutissement de certains projets concrets. Je pense qu'on est quand même dans une phase où on n'en a dit que des choses positives, et maintenant, next, c'est d'être dans la vraie vie jusqu'au bout. J'ai mon tournesol régional, par exemple, et donc ça, c'est une étape nécessaire. Après, on pourra se poser ces questions de volatilité qui sont si difficiles à résoudre, qui supposent encore plus de confiance probablement. Donc pourquoi pas? Moi, le sujet, je suis fanat. Élargir, pourquoi pas, si ça n'empêche pas de travailler les partenaires. C'est plus facile en petit club qu'en large. Donc ça a plutôt réussi, ça, du point de vue de la confiance. Donc mais il n'y aurait aucun inconvénient de principe à avoir des partenaires complémentaires. Laurent Franconi. Oui, je pense que le premier cercle d'élargissement, c'est après, au fur et à mesure, de complexifier, entre guillemets, la chaîne. Avant de trouver un autre distributeur, un restaurateur hors domicile qui achète aussi des produits bruts ou semi-élaborés, complémentaires de ce que peut faire un distributeur. Peut-être pas les mêmes morceaux quand c'est dans la viande, pas pour la même utilisation. Quand on est en fruits et légumes, peut-être pas les mêmes parce qu'il va les transformer alors que nous on va les vendre directement comme ça. Donc
Donc il va y avoir petit à petit cette réflexion sur comment on part de la diversité du monde agricole et on arrive à la diversité du monde de la distribution au consommateur final. Donc, ce premier élargissement pour moi est important. Le deuxième, après, in fine, on va travailler des standards. Le sujet, c'est de l'information. C'est comment on amène de l'information et comment on a réfléchi pour que cette information fasse tilt ailleurs que sur notre sacro-saint étiquette en Europe, que l'Europe a voulu, qui doit être vecteur de toutes les informations, arriver petit à petit à apporter de l'information au consommateur qui soit un déclencheur d'achat, parce que chez lui, ça va faire écho à des valeurs qui sont autres que la simple valeur prix. C'est vrai que la piste d'un transformateur, enfin d'une collectivité ou un grand groupe de restauration peut être intéressante. Une dernière question peut-être, monsieur. Après on arrête, sauf s'il y a vraiment une urgence, mais on a dépassé d'une demi-heure quand même. Ouais. Je vais faire très vite. Merci beaucoup pour vos témoignages. Je suis ancien diplômé d'AgroParisTech. Je voulais remercier Gilles Tristram, mais il s'est enfui, alors c'est dommage. On parle de contrat producteur, transformateur, distributeur. Est-ce qu'on parle aussi de contrat avec le consommateur? Vous venez d'en parler, Laurent. Et si oui, comment est-ce qu'on fait pour que le consommateur soit inscrit dans le contrat et qu'il soit au courant de ce qui se passe? Par exemple, sur le projet de groupement entre les producteurs et les conditionneurs, est-ce que le consommateur est au courant de ces projets-là? Et si oui, comment, par quels moyens? Et sinon, par quels moyens il pourrait être au courant? C'est une bonne question. Laurent? Non, le consommateur, c'est pas moi. Justement, ce que je disais, c'est que l'intérêt, c'est de partager une vision de ce que pourrait attendre le consommateur. Non, sur ces projets-là, c'est vrai que la première étape qu'on a eue, c'est déjà de voir comment on pouvait décloisonner nos modes de fonctionnement et réfléchir ensemble. Après l'étape où, d'un point de vue marketing, on s'était dit on n'a peut-être rien à travailler. Effectivement, au travers de la chaire, il y a des travaux qui sont menés, qui sont apportés, qui sont petit à petit apportés sur la table, où les consommateurs sont interrogés pour essayer de passer justement de l'implicite à l'explicite, parce que le vrai sujet aujourd'hui, c'est d'arriver à faire exprimer aux consommateurs, de manière directe ou indirecte, quelles sont ces clés réelles d'achat, et pour qu'on arrive petit à petit à aligner entre un besoin, un esprit, des études qui, comme je le disais en introduction, qui nous montrent certaines fois que tout le monde est prêt à acheter du bio, surtout s'il est au même prix que le conventionnel. Et souvent, les études se sont arrêtées là. On n'a jamais réussi jusque-là à trouver quelque chose qui puisse exprimer une attente du consommateur réelle sur ces sujets-là, au-delà de la bonne intention. Acheter français, c'est bien. Moins d'intrants, c'est bien. Moins d'impact environnemental des entreprises, c'est bien. Mais à la fin, comment on fait et comment on le communique? Oui, une réponse. Alors moi, je vais répondre un peu en complément, parce que c'est pas exactement sur le même point. Moi, je crois énormément au développement de la notion de contrat de service global entre consommateurs et acteurs. Sur le fait que j'ai Apple Music, il n'y a rien qui empêche demain qu'on ait la même chose pour acheter son alimentaire toutes les semaines. Rien. D'accord? Je pense que ça sera faisable. Les logistiques vont permettre ça. Certainement que les contrats qu'on aura avec un système U, c'est la possibilité, avec un certain nombre de critères me correspondant, que je vais rentrer toutes les semaines, de dire cette semaine j'ai envie de me faire plaisir, la semaine prochaine de faire un régime, et vous m'envoyez l'alimentaire qui va avec. Donc je pense que cette contractualisation, elle va aller de plus en plus loin. Je suis même sûr qu'on va avoir, ça c'est écrit dans le marbre, qu'on va arrêter d'acheter et on va de plus en plus louer un service avec un vrai bénéfice derrière. À mon avis, ça c'est un vrai truc qui va changer et que le consommateur va gentiment changer les choses. La particularité qu'il faut avoir en tête dans la consommation, c'est qu'il y a une extrêmement forte inertie. D'accord ? Moi, l'exemple que je prends toujours, c'est que quand vous allez... Les premières personnes qui ont fait leurs courses sur Internet, elles commençaient par la flotte, elles finissaient par les œufs. D'accord ? Et on leur a mis un caddie comme symbole de l'achat. D'accord ? Donc, on a dans nos têtes des représentations. C'est un des travaux qui est fait sur l'alimentaire, d'ailleurs, qui m'intéresse beaucoup dans la chaire. C'est qu'on a des représentations mentales qui sont une forme d'inertie en tant que consommateur. Demain, moi j'ai acheté des disques, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai Apple Music. Apple Music, mais c'est juste génial. Le matin, on me dit, tiens, la musique pour aller au boulot. La musique pour aller au boulot. Et je veux dire, le jour où on sortira de nos représentations
classique de l'alimentaire. Et je peux vous dire que l'alimentaire, pour avoir fait beaucoup de marketing en alimentaire, c'est coltiné en termes de représentation. Hein. On a des trucs qui ont 2000 ans dans la tête. Et bien, tant qu'on sortira pas de ça, mais que le contrat consommateur, je suis sûr et certain, à partir du moment où le consommateur aura la facilité, ça existe sur les couches, sur les produits bébés, ça commence à se développer. Je peux vous dire que Procter & Gamble, il a que ça dans la tête, d'être capable de faire des contrats pendant 3 ans, que le môme, il est de temps qu'il fait ses couches. Voilà, ça va exister. Pourquoi ? Parce que c'est simple, c'est facile, et aujourd'hui, avec les données, on fait ce qu'on veut. D'accord ? Donc maintenant, la question, c'est comment le monde alimentaire, qui est relativement loin de ça, progresse pour faire ça demain. D'accord ? Et je pense qu'il y a une vraie opportunité. Alors ça va peut-être prendre 20-25 ans, mais il y a des générations qui arrivent, la vôtre entre autres, qui ont ça dans les mains, qui font tout avec ça et qui à un moment donné vont être capables de passer ce cap. Bon, je ne dis pas que c'est pour demain, hein, mais le chemin qui va être pris du contrat, mais c'est un contrat, enfin pour moi, le consommateur il achète quelque chose. Vous achetez quelque chose, c'est l'argent que vous mettez pour quelque chose. Et des fois, vous êtes capable de payer très très cher quelque chose qui vaut rien fondamentalement. Et des fois, vous allez trouver super cher un truc qui est tout con, qui a vraiment de la valeur. Donc du coup, voilà, le contrat avec le consommateur, déjà aujourd'hui, le consommateur, il laisse sa carte bleue à la sortie du magasin. Et le premier des contrats, c'est qu'il en veut pour son argent. D'accord ? Après, voilà, je pense qu'il y a moyen de faire évoluer la manière dont on fait les choses. Ça passe par la démassification. Et honnêtement, tous dans la salle, on est très content quand il y a un vendeur qui nous sourit. Et souvent, c'est comme ça qu'on retourne dans le magasin. D'accord ? Et on est très content de savoir que, effectivement, notre huile, le produit qu'on consomme, il vient d'à côté. Parce que, encore une fois, on a cette confiance de la proximité qui existe. D'accord ? Donc ces contrats-là, si vous demandez demain à une appli de vous dire moi je veux que des produits locaux qui sont à moins de 100 km de chez moi et que les données sont disponibles pour le faire, vous inquiétez pas que vous trouverez des gens qui vont vous le faire. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Donc le contrat du consommateur, il est pour moi de cette nature-là. Merci François Després, je pense que c'est une très très bonne conclusion, puis ça prouve aussi tout l'intérêt d'une démarche multipartite, je ne sais pas si on peut dire ça, entre des partenaires qui sont très diverses et qui apportent des visions très diverses, parce que c'est peut-être quelque chose qu'avaient pas vraiment perçu les agriculteurs ou alors les distributeurs, mais c'est vrai que c'est une ouverture importante, peut-être pour les travaux de la chaire demain. Merci à tous et à toutes et à tous d'avoir assisté à cette table ronde. Voilà.